Ça va sur scène? Oui, super, super. Docteur, peut-être l'idéal serait qu'on recense toutes les questions. Voilà, comme ça, moi, ça vous donne un peu un large aperçu. Je voudrais appeler, pour la première liste, sachez tout simplement que nous avons... Bonsoir, docteur. Bonsoir. Je suis Ahmad Kone, coordonnateur leader USC. Ma question est la suivante, deux volets. En fait, vous avez présenté un très bon diagnostic. Mais en même temps, je sais que le pouvoir en place est très violent. Très, très violent. Aujourd'hui, la liberté d'expression est confisquée. Les gens ne font qu'aller en prison. Vous dites que si Ouattara refuse de venir à la table de négociation, le peuple va descendre dans la rue. Quelle est la garantie que la CNC aujourd'hui prévoit pour sauver des vies humaines? Sachant qu'en face, nous avons quelqu'un de très violent. Est-ce qu'il faut envoyer des Ivoiriens à l'abattoir encore, ou il faut s'assurer des garanties qui pourront sauver des vies humaines? Ça, c'est le premier volet de ma question. Maintenant, la deuxième question, c'est concernant la stratégie même au niveau politique. C'est-à-dire, lorsque M. Ouattara va... Bon, deux cas se posent. Soit il refuse catégoriquement, qu'est-ce qu'on fait? Ou soit il vient à la table de négociation, il ouvre les négociations. À ce moment-là, quelle sera la seconde étape au niveau de la CNC pour garantir une victoire dès le premier tour? Je vous remercie. Je vous remercie, mon jeune frère. Merci beaucoup. Je crois que vous faites partie de la classe du changement. Parce qu'en fait, on pensait que c'était notre génération qui allait changer la Côte d'Ivoire, parce que quand nous rentrions au collège, on nous a compté les dents, on a obligé au Faubourg à créer beaucoup de collèges. Mais en fin de compte, les gens qui sont rentrés, qui sont éduqués, se sont vendus dans la politique. Mais j'ai comme l'impression que votre génération n'est pas la même. Et je vous félicite beaucoup pour cela. Vous avez fait quelques remarques que je tiens à vous poser des questions là-dessus. Vous parlez de la classe politique qui a créé le problème que nous vivons en Côte d'Ivoire. Comment vous constatez que c'est la classe politique qui a créé le problème? La deuxième question, vous parlez de repenser la Côte d'Ivoire. Et pour cette question, je vous demande, pourquoi en Côte d'Ivoire, nous avons un taux de chômage très élevé et les politiciens se permettent d'occuper 2, 3, 4 postes? Alors, est-ce que cela fait passer, cette question fait partie de votre repenser la Côte d'Ivoire? Merci beaucoup. Bonsoir, monsieur, mesdames, les frères et les sœurs. Et bonsoir, monsieur Ivan Hippo. Vraiment, il y a très longtemps, on me parlait de Hippo, les frères Hippo, parce que j'étais à Londres. Voilà. Donc, j'ai pas eu l'occasion. C'était l'occasion où Reine Pélagie faisait les shows les samedis à tout moment. Donc, j'ai pas eu l'occasion de vous rencontrer. Heureusement, depuis 1997, je suis venu aux États-Unis. Voilà. Et j'ai été très, 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 très surpris, très content concernant votre intervention. Ce qui m'amène à poser la question suivante. Aujourd'hui, nous savons tous que M. Ouattara n'est pas quelqu'un avec qui on peut s'asseoir à une table pour discuter des problèmes éventuels de la Côte d'Ivoire, parce que cela ne l'arrange pas, vous l'avez si bien dit. Bon. Ces élections-là sont des élections, ces élections de 2015, je pense que seront des élections à haut risque. Nous lançons un message à nos parents qui sont en Côte d'Ivoire. Si les conditions ne sont pas réunies, les conditions ne sont pas vraies, comme on parle de la communauté internationale, si cela ne s'implique pas pour qu'il y ait trop de tueries encore en Côte d'Ivoire, nos parents ne sortiront pas. Si vous posez toutes les conditions et que nous savons que les élections peuvent
avoir lieu. Nous, Ivoiriens de la diaspora, nous avons notre mot à dire. Parce que je ne peux pas être aux États-Unis, être heureux, avoir une belle voiture, manger à ma faim, pendant que des enseignants même de l'université qui ont fait la petite grève pour la bonne condition des étudiants ivoiriens, c'est la Côte d'Ivoire. On fait les virements, les gens vont pour savoir combien, si le virement est passé, ils ont le cœur qui bat. Et on a pris beaucoup d'argent avec beaucoup de professeurs. Okay. 15 minutes. Et c'est vrai que M. Ouattara est tellement violent que vous ne pouvez pas, on ne peut rien lui dire. Donc des professeurs cotisent l'argent pour aider leurs collègues afin qu'ils puissent vivre. Maintenant, concernant les élections, les conditions pour que Alassane soit battu, vraiment, il y a un bémol qui fait que je ne suis pas vraiment rassuré parce que c'est un sanguinaire. S'il faut prendre la rue, on est prêt. On va arriver à Abidjan. Si tout le monde on doit prendre la rue, on va prendre la rue. On va payer les billets d'avion, on va aller à Abidjan, on va prendre la rue, tous, on va marcher. Pour tout le monde, on va se cotiser, on va partir. Donc, la révolution orange nous interpelle. Voilà. Et... jusqu'ici, et il voudrait poser aussi une question. Il faut l'applaudir. Voilà. Il faut quand même alors, aller droit aux questions. Voilà. Les commentaires, on peut les réserver pour après. Merci. Madame, s'il vous plaît. Madame Janek Dick. Merci, docteur. Je voudrais savoir, vous avez dit dans votre intervention que la Constitution n'était pas bonne. Alors, elle n'est pas bonne, qu'allez-vous faire? Est-ce que vous allez la changer avant les élections ou alors après les élections? À quel moment devons-nous l'utiliser? Parce qu'à un autre endroit, je vous dirai pourquoi je pose cette question. Merci. Je vous en prie. À 21h, nous avons une personnalité avec nous. Ce serait quand même inconcevable qu'à 21h, on vient nous faire sortir de la salle. Donc, je vous en prie, souffrez que nous nous limitons qu'à ces deux dernières personnes. Je vous en prie. Merci bien. Bon, il y a les propriétaires de la salle qui nous disent qu'il n'y a pas de problème. Ah, ok. Ce qu'on va faire, on va faire comme on a l'habitude de faire ici. On va faire passer un petit chapeau. Il faut prendre du temps aussi pour qu'on puisse gagner en efficacité. Je vais commencer par la question. En ce qui concerne la Constitution, bien entendu, la Constitution, quand on parle elle n'est pas bonne, je vais dire, c'est pas toute la Constitution. C'est une partie de la Constitution qui n'est pas bonne. Il y a des points sur lesquels on pourra débattre, mais ce n'est pas maintenant. Puisque Ouattara lui-même n'a pas voulu qu'on la change. S'il voulait qu'on la change, on aurait pu avoir une conférence constitutionnelle qu'on lui a demandé depuis. Et puis, on aurait fait ces changements-là. Par exemple, quand vous prenez la Constitution, comment vous pouvez comprendre qu'aujourd'hui, le mode de scrutin pour les députés et les maires, c'est un seul tour, quand celui de la présidence à deux tours. Mais le mode de scrutin à un tour permet éventuellement aux partis qui sont implantés dans les régions d'avoir beaucoup plus de députés et empêche, si vous voulez, la possibilité de discussions et de négociations entre les partis. Parce que ça arrange un certain nombre de partis et ils ont souhaité ça. Mais ça, c'est pas bon, parce que c'est ça qui donne la base tribale aux partis aujourd'hui. Et il faut que, si on veut repenser la Côte d'Ivoire, et que le PDC ne soit pas forcément le parti qui gagne en pays baoulé, il faut forcément qu'il y ait la possibilité de deux tours, et que s'ils sont en difficulté, l'alliance de deux autres partis ou de trois autres partis puisse la battre ou le battre. Vous voyez, non? Donc, c'est pas maintenant, puisque si on le fait maintenant, ça arrange Ouattara. Ça, on ne peut pas faire la politique pour l'arranger. Ça aussi, c'est clair. Voilà. Maintenant,
le pouvoir est très violent, quelle garantie? On n'a pas de garantie à donner. Hein? Mais on a une science qu'on appelle la politique. Quand on l'utilise à bon escient, on n'a pas besoin éventuellement de permettre ou de donner la possibilité à l'autre d'exprimer ses instincts grégaires. Je vais vous expliquer simplement. Ce que nous souhaitons à la CNC, c'est de permettre que le peuple de Côte d'Ivoire s'exprime pacifiquement. Nous sommes en train d'organiser une première sortie et une deuxième sortie. Je pense que ces deux sorties-là vont convaincre Ouattara de venir à la table de négociation. On n'aura pas besoin d'arriver à la violence. Vous voyez, on va faire des meetings, on va faire des rassemblements. Et donc, pour moi, il n'y a pas de possibilité. Mais il faut que vous sachiez que lors de sa dernière rencontre, Mme Zuma a bien entendu faire comprendre à M. Ouattara qui sera éventuellement comptable de tout ce qui se passerait dans le pays comme dérive. Alors, comme lui-même, il a ouvert la route, il connaît les conséquences de cette route-là. Voilà. Parce que c'est lui qui prend ses camarades et puis les envoie là. Donc, s'il tue un seul Ivoirien, il sera responsable. Il sera responsabilisé par rapport à ça. Donc, la CNC ne veut pas du tout de confrontation avec Ouattara. Nous souhaitons seulement qu'il voit que le peuple de Côte d'Ivoire est de notre côté. C'est tout. Et je pense qu'il est suffisamment intelligent pour que quand il va se rendre compte de la masse qui est avec nous, éventuellement, il n'aura pas à utiliser ses sbilles pour faire du désordre. Quelle est la stratégie si Ouattara refuse? La stratégie est simple. C'est que nous allons mettre la pression sur lui au maximum. La pression que nous sommes en train de mettre sur lui, elle est à deux niveaux. Elle est interne, mais elle est aussi externe. Donc vous comprenez que beaucoup de gens dans la CNC ont beaucoup d'influence. C'est pas comme on était des petits. On a des petits, comme nous autres là, mais aussi on a des grands avec nous. Donc chacun fait son travail. Moi, ce que je peux faire, c'est la mobilisation. D'autres, c'est le lobbying. Et c'est cette force-là qui fait qu'aujourd'hui, Ouattara est obligé de répondre même à la CNC quand il s'en va au dîner. Maintenant, s'il arrive à la table de négociation, mais ce sera vraiment super pour la Côte d'Ivoire parce qu'on va profiter de l'occasion pour régler tous les problèmes. Les problèmes qui se sont posés depuis longtemps. Et nous souhaitons ça vraiment. Nous avons des propositions concrètes en ce qui concerne tout ce qu'il y a comme projet de loi au niveau de la CI, au niveau du code électoral, du listing, etc., etc. Et même nous avons discuté avec un opérateur qu'eux, ils ont refusé par rapport à la confection des listes électorales. Et cet opérateur, nous pensons, est capable de faire l'enrôlement en moins de 3 mois, de plus de 3 millions d'Ivoiriens, d'autant plus qu'ils font ça de façon numérique et par personne, ils ne prennent que 3 minutes. Vous voyez? On a déjà discuté avec eux. Donc, si le gouvernement est de bonne foi, on peut peut-être décaler de 1 ou 2 mois les élections, mais on peut les faire cette année et battre Ouattara au premier tour. Ça, c'est la vérité. Non, en fait, ce que j'ai dit, c'est que c'est parce qu'à un moment donné, la classe politique ivoirienne n'a pas compris la stratégie de Ouattara. Si les gens avaient compris sa démarche, on aurait résolu ce problème-là depuis. Mais c'est parce qu'à un moment donné, les gens ils l'ont sous-estimé en fait. Je vais vous donner juste une petite information. Quand j'étais secrétaire général de la FECI, un jour, un de mes amis, membre de l'AEMC, l'association des étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, est venu me trouver pour me dire, camarade secrétaire général, il se trouve que le Premier ministre est en train de recruter, il est en train de corrompre les musulmans. J'ai dit, mais comment? Il dit, bon, il fait venir tous les imams et il paye les imams par mois. Et nous, il nous a reçus hier et il nous a effectivement mis des moyens à disposition. Il a dit que toutes les associations musulmanes, il était prêt à les soutenir. Donc lui, il a l'impression que ce monsieur est en train de faire du recrutement en essayant de corrompre les populations musulmanes et les associations et tout ça. Je me suis levé en tant que secrétaire général et j'ai donné l'information aux partis de gauche, notamment au président, à cette époque-là, c'était des secrétaires généraux, secrétaire général du FPI, secrétaire général du PPS, du PSI,
Mais qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Oh, lui là, il ne peut rien faire. C'est un petit, il ne connaît pas la politique. Nous, on maîtrise la situation. J'ai dit, c'est que moi, j'ai entendu là, le gars est en train de créer une clientèle et c'est dangereux. Je pense qu'il faut prendre toutes les dispositions pour que ce genre de choses-là ne se fassent pas dans le pays. Sinon, demain, vous serez surpris. Bon, à cette époque, on nous a traités de petits qui ne maîtrisaient pas. Et lui-même, il était bleu. Mais le bleu, il est aujourd'hui au palais. Et puis, c'est lui qui nous crée tous les problèmes. Donc, en politique, il faut considérer tout. Il faut considérer tout. Il ne faut pas prendre les gens à la légère. Si on avait fait ça, ici, là, on ne serait pas en train de discuter. C'est ce que je veux dire. Ouattara n'est pas quelqu'un qui aime ça. Mais vous savez, depuis qu'on a créé la CNC, il parle même de discuter avec l'opposition. Hein? Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Chaque fois, il nous répond. Chaque fois, quand on tient un discours, il crée aussi sa manifestation et puis il nous répond. C'est la première fois depuis que Ouattara est au pouvoir qu'il est en train de répondre à l'opposition. Parce qu'avant, là, il y avait des gens qui payaient, qui parlaient pour lui. Maintenant, il sait qu'il est en face de lui des opposants. Donc, quand nous allons faire notre sortie, nos 2 ou nos 3 premières sorties, je pense que naturellement, il va se rendre compte que les gens le trompent. Parce que quand il va envoyer les agents secrets, là, ils vont voir que les gars du PDC ils sont à ces rassemblements. Il va appeler Bédier, il va dire, mon ton affaire, c'est comment? On dirait que là, vous êtes en train de me préparer un gopor. Et c'est le gopor que les gens vont nous donner. Et ce gopor-là, moi je dis, il ne faut pas qu'il prenne ça. Ça fait drap. Donc il n'a qu'à faire vite pour qu'on règle l'affaire, pour ne pas qu'il ait honte. Sinon, quand nous allons faire notre démonstration de force, il sera obligé de venir. Et là, ce ne sera pas bien. Parce qu'il va avoir affaire à des gens qui sont un peu plus durs que lui ne le pense. Donc il est mieux que maintenant, il accepte la discussion et qu'on règle le problème. Et puis demain, tout se passe très bien. Alors, est-ce que aujourd'hui, on est suffisamment serein pour appeler les gens? Non, nous, on ne veut pas que les Ivoiriens soient tués. Non, non, non. Moi, je n'ai pas fait de politique dans ma vie pour créer des conditions de la chienlit. Je voudrais d'abord me présenter. La politesse, je suis le représentant adjoint du FPI. Je suis ici avec mon aîné Doumia, qui est aussi de la représentation du FPI. Nous faisons partie de la coordination de la CNC, nous essayons de mettre en place. Donc je voulais en fait m'adresser à non pas mettre en cause ce que le frère Sostin, qui est le coordinateur général, a dit. Je voulais dire à mes frères que de ce soir les questions, parce qu'on aura une séance de travail avec vous, pour qu'on puisse essayer de développer tous les mécanismes pour la mise en place de la CNC au niveau des États-Unis. Donc je voulais demander aux frères qui sont venus, au niveau de la CNC, nous essayons de mettre au niveau des États-Unis, de poser des questions. On donne la place aux autres qui sont venus de l'extérieur, qui ne font pas partie de cette CNC-là, de poser des questions pour que le docteur puisse répondre, pour qu'on puisse envoyer, parce que nous sommes tenus par le temps. Et je pense qu'on a une séance de travail où on va échanger. Et j'ai vu des questions qui sont arrivées. Je me pose la question qu'il y a une caméra là. Est-ce que le docteur devait répondre à ces questions-là? Parce qu'elle était assez pertinente. Bon, vous avez répondu. Bon, c'est une bonne chose. Cela veut dire que bon, vous êtes libre de vos opinions et que vous prenez soin de cela. Donc, je voulais dire que bon, tous les camarades de ça, c'est les questions. Ceux qui sont pas membres de la séance, pour qu'on puisse se revoir à huis clos, pour qu'on puisse avancer dans les débats. Je vous remercie. Je m'appelle Yann Kanilé, je viens de Houston, Texas. Voilà. Je suis beaucoup le docteur Aïpo à travers la télévision, et quand j'ai appris qu'il arrivait, donc j'ai pris 2 jours off de mon travail pour venir l'écouter personnellement. Donc docteur Aïpo, je voulais vous dire merci de votre venue et merci aussi de votre franchise. Vous avez presque répondu à toutes mes questions, mais j'ai 2 petites questions à vous poser. Je ne sais pas si ce sont des questions. Quelle est la différence entre la CNE extérieure en France? Parce que j'ai vu qu'il y a un CNCE en France. Il y a trop de confusion là-bas. Et ma dernière question, si le président Ouattara décidait d'aller sur la table de négociation avec vous, est-ce que vous pensez qu'en 4 mois, vous pouvez tout détailler avec lui? Et au cas où en 4 mois, vous ne pouvez pas tout détailler avec lui, qu'est-ce qui va se passer? Voilà la question. Merci, je vous remercie. Je m'appelle Robert Assier, je suis à Stamford, Connecticut.
Je suis heureux de me retrouver à cette retrouvaille entre Ivoiriens, et je suis vraiment heureux d'entendre tous les propos du docteur Aïpo. Ma préoccupation, c'est de demander au docteur Aïpo, parce que j'ai entendu tous les propos qu'il a tenus, et c'est de bonne guerre. Mais quand on fait la relecture des événements qui se sont déroulés en Côte d'Ivoire, quand on fait une bonne relecture, on peut se rendre aisément compte que Ouattara ne serait pas où il est aujourd'hui sans la communauté internationale. Mais je ne l'ai pas entendu intervenir sur ce point-là, et c'est là que je veux l'interpeller. Parce que on sait que c'est vrai, ils ont attaqué le pays, mais l'armée ivoirienne a repoussé les opposants jusqu'à Bouaké. C'est là-bas que les Français les ont arrêtés. Sans cela, ils les auraient sortis du pays. Et moi, personnellement, je crois que le problème clé de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas Ouattara. Il ne faut pas se tromper de combat. C'est bien, c'est de bonnes guerres qu'on s'organise entre nous sur le terrain pour l'attaquer. Mais la communauté internationale est notre plus gros problème. La communauté internationale qui ne reconnaît même pas le droit d'un peuple à la Côte d'Ivoire. Quand on lit le préambule de la Constitution des Nations Unies, on voit le contenu, on sait que les Nations Unies reconnaissent le droit à tout peuple à l'autodétermination. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on a le droit d'élire nos dirigeants. Mais comment se fait-il que c'est les Nations Unies, avec la France et les États-Unis? J'ai été un peu choqué tout à l'heure quand j'ai entendu le docteur Aïpo parler du président Obama. Mais il ne faut pas faire d'erreur. Si on est dans cette situation aujourd'hui, c'est à cause du président Obama. Parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Au temps de George W. Bush, il fallait une résolution pour attaquer la Côte d'Ivoire. George W. Bush s'est opposé depuis le premier jour jusqu'à ce qu'il parte de la présidence. Il s'est opposé à cela. C'est pour ça que ça a traîné jusqu'à... C'est pas maintenant que les gens ont planifié tout ça. Mais c'est à cause d'Obama. C'est Obama qui a donné le feu vert pour attaquer la Côte d'Ivoire. Alors, on s'organise entre nous. Mais est-ce que est-ce que le docteur Aïpo et ses camarades qui sont en train de lutter voient ce côté du problème de la Côte d'Ivoire? Le problème clé de la Côte d'Ivoire, c'est la communauté internationale qui veut garder les mains sur nos richesses. Et c'est ça notre problème. Sinon, entre nous, moi je ne pense même pas qu'il y a un problème. On peut régler nos problèmes entre nous. Merci. Mais la communauté internationale. Je vous remercie, docteur. Merci. Question sur la responsabilité de la communauté internationale. C'est un point doctrinal en matière de relations internationales. Hein. Donc on ne va pas revenir un peu sur ce côté-là. Je fais partie des gens qui considèrent que l'Afrique doit assumer sa propre histoire et sa propre responsabilité. Jusqu'à ce que, effectivement, on ait la possibilité de nous assumer, et c'est un peu difficile d'accuser les autres. Vous voyez, quand j'ai fait la trame historique, en réalité, la communauté internationale n'est venue qu'à la dernière partie dans cette affaire. Mais avant, c'est nous qui avons fait venir Ouattara, c'est nous qui avons tout fait pour qu'il s'implique, qu'il recrute. Monsieur Ouattara est venu en Côte d'Ivoire en 1990. C'est le président Houphouët. En tout cas, moi j'étais étudiant. C'est lui qui nous l'a présenté. Il dit il est mon premier ministre. Voilà. D'abord, il était président du comité interministériel. C'est ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire simplement que ce monsieur-là, si on ne l'avait pas appelé, il ne serait pas là. Mieux,
Si nos contradictions entre nous ne nous avaient pas permis de lui permettre de jouer, il n'aurait pas joué. Donc, il ne faut pas qu'on se discute aussi. Donc, il est important qu'on assume ce qu'on a pu faire comme erreur. Et, bien entendu, il a profité de ces erreurs-là pour arriver là où il est arrivé. Mais je ne veux pas qu'on s'appesantisse trop là-dessus. Moi, l'approche que j'ai de la communauté internationale, c'est une approche amicale, qui est liée à ma formation. Je pense que ce qui a fait la grosse différence, et nous tous on est d'accord là-dessus, c'est la présence de Sarkozy au palais de l'Élysée. Aussi longtemps que Sarkozy était à l'Élysée, Ouattara avait une capacité de manœuvre. Je vais vous donner des symboles qui sont simples. Comment vous pouvez comprendre qu'aujourd'hui Ouattara impose un nom au parti de Sarkozy? Parce que le parti de Sarkozy n'est plus IMP, c'est devenu les Républicains. Pourquoi? Parce qu'il y a des rapports personnels entre eux qui justifient un certain nombre de choses. Le Conseil de sécurité est composé de 5 membres permanents, dont la France. Et la France a un certain nombre de pays sous sa coupole. Et le Conseil de sécurité, c'est les deals. Si je te cède ceci, tu me cèdes ça. Donc, si Sarkozy a demandé quelque chose aux Américains et que les Américains ont dit oui, il faut qu'Obama dise que, bon, Sarkozy, tu peux aller jusqu'au bout de la procédure. C'est comme ça. Mais depuis que Sarkozy n'est plus au palais de l'Élysée, les choses changent. La preuve, Blaise Compaoré est tombé. Si Blaise Compaoré est tombé, c'est parce que l'Élysée n'a pas sa main mise dans cette procédure-là. Si c'était Sarkozy qui était au palais, mais les révolutionnaires burkinabés allaient être massacrés et la France allait trouver que c'était normal. Parce que ce sont des gens qui sont allés faire du n'importe quoi. Ils sont en train de semer le désordre dans la sous-région. Quand le principal se met de troupes, c'est Blaise Compaoré. Donc, pour vous dire simplement aussi que quand tout à l'heure je parle de l'importance du lobbying, c'est important. On a beau dire, sans le lobbying des Juifs, ici en Occident, Israël aurait disparu depuis longtemps. Et c'est souvent des rapports personnels qui font que des gens prennent des décisions. Donc, il ne faut pas qu'on se mette dans une procédure qui, à mon avis, ne nous est pas profitable. Il faut qu'on considère que nous devons d'abord nous-mêmes gérer nos contradictions. Maintenant, si quelqu'un dit il est derrière et puis vient, nous, on va le gérer. Moi, je n'ai même pas de problème avec ça. Voilà ce que je voulais dire par rapport à l'intervention du frère Assis. En ce qui concerne, est-ce qu'on n'a pas, il y a 4 mois, non, vous savez, pourquoi nous sommes allés voir Sangaré? Et ça, c'est important par rapport au frère Niali. C'est parce que, depuis l'année dernière, nous avions déjà constaté que Afi n'était pas dans le combat. C'est le fait que nous avons demandé à Afi de boycotter la CEI, qu'il a refusé, que le combat s'est déclenché à l'intérieur du FPI. Parce que les gens se sont rendus compte qu'il était dans une procédure d'imposture vis-à-vis du pouvoir en place. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, on a le FPI représentatif. C'est-à-dire le FPI, le vrai FPI. Je ne parle pas des FPI bizarres. Donc ce sont des partis, c'est un parti qui a déjà contribué, qui a participé à une élection présidentielle. On a le PDCI avec nous. Donc on a 2 composantes majeures du pays. Donc, si les conditions sont réunies, mais ça ne va même pas prendre 1 mois pour que tout le monde soit prêt pour finir avec cette affaire. Est-ce que vous voyez? Tout simplement, ce que nous devons enlever, ce sont les obstacles que Ouattara est en train de mettre en place. Sa CEI, son conseil constitutionnel, et puis ses dozos qui sont partout au sud et qui contrôlent les villages et qui veulent empêcher les gens de voter. Si une fois qu'on a levé toutes ces contraintes-là, le reste là va être... Nous avons rencontré, sur ce point-là, la communauté internationale. Nous avons rencontré Aïchatou Mindaoudou, qui est très très lié au régime en place. Nous avons rencontré le sous-secrétaire des Nations Unies chargé du maintien des opérations. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont dit qu'il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire. Voilà. Ils ont été clairs. Ils ont dit qu'il n'y a pas d'opposition. Non, vraiment, nous, tant qu'on ne vous voit pas là, donc nous, on doit nous voir. Et c'est quand on va se voir qu'effectivement, les gens vont voir qu'il y a quelque chose qui change au pays. La communauté internationale vient pour régler des problèmes. Donc pour nous, même en 1 mois, on peut battre Ouattara. Même en 1 mois, on peut le battre.
parce qu'il n'a pas plus de 33% avec les fraudes. Et en plus, il a énervé les gens de la ferraille. Et en plus, il a énervé les commerçantes. Donc aujourd'hui même, là, on peut même dire qu'il a moins de 20%. On peut même dire qu'il a 15%. Donc il suffit que les conditions soient réunies. Et puis demain matin, peut-être même que ce problème est réglé. Quelle est la différence entre la CNCE et la CNC? Non, il n'y a pas de différence. La CNCE a été lancée avant la CNC. Et nous avons expliqué à Vabé, qui est un de mes amis, qu'un enfant ne peut pas naître avant son père. Voilà, ça c'est le minimum. Parce que ça fait 3 mois que nous sommes en train de discuter. Parce que ce n'est pas une petite affaire. Même une virgule, ça a pris des jours pour qu'on se mette d'accord là-dessus. Le test que vous avez vu là, ça a mis 3 ou 4 mois pour qu'on discute. Parce que quand tu finis d'écrire, tu envoies. Les gens du FPI, ils regardent et disent non. On réunit d'abord le comité central. Et puis on discute point par point. Et puis on corrige et puis on nous ramène. Quand ils corrigent, on ramène encore. Donc c'est dans ce processus-là qu'on a perdu beaucoup de temps. Bon, grâce à Dieu, on s'est tous mis d'accord. Mais au moment où on est en train de préparer la sortie, il y a un problème puisque ici n'est pas à Abidjan. Donc ça nous pose un problème. Donc on est en train de voir quand il va venir. Pendant ce temps, Christian a dit, il a créé une coordination à l'extérieur. On dit, Christian, il ne faut pas faire ça. Oui, il faut attendre un peu. Je vous dis tout à l'heure, même quand on va se voir, on ne s'est même pas encore mis d'accord sur la structuration interne. On a fait le projet, mais maintenant les organes, ça c'est la politique. Vous voyez. Mais, donc la CNC n'est pas encore à l'extérieur. Donc, on a demandé à Christian de mettre balle à terre. Parce que il ne faut pas aussi donner l'impression qu'on n'est pas sérieux, qu'on n'est pas organisé et que ça fait désordre. Vous voyez, on l'a appelé, je pense que Kakabé et moi, on va se retrouver la semaine prochaine à Paris et on va discuter avec eux pour qu'on arrange tout ça. Parce qu'il y a des possibilités d'arranger tout ça pour que tout le monde soit... Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, la contradiction principale, là, ce n'est pas quelqu'un d'autre que Ouattara. Voilà, ce n'est pas une affaire où c'est Christian, ou c'est Emmanuel, ou c'est celui-là, ou voilà, ou Sostène qui doit être devant. Non, même si on met un mouton à la tête, c'est le groupe qui doit être fort. Si le groupe est fort, le reste là, c'est un petit problème. Est-ce que vous voyez? Donc si on se comprend comme ça, je pense que le reste là, ça va être résolu plus facilement. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire. Il reste 5 minutes pour conclure. Hein? 5 minutes, oui. Ok. Donc d'abord, je tiens à remercier tous les camarades du PDCI. Ça fait beaucoup plaisir d'être un ancien syndicaliste. Non mais, comme Mardoché pouvait le dire, Mardoché pouvait le dire, il disait à la reine Esther que tu ne sais peut-être pas que c'est pour cet instant-là que tu as été choisi pour être reine. Ça veut dire quoi? Peut-être que c'est pour ce moment-là que le Seigneur nous a préparés en étant aussi dur à cette époque. Parce qu'il fallait à un moment donné qu'une génération soit préparée à un combat. Et je me rappelle encore que le 6 mars 1993, la dernière fois que nous avons rencontré le président de la République, il nous disait ceci, il nous disait que vous, je vous ai regardé et j'ai compris que vous n'êtes pas une jeunesse qui veut me distraire, que vous êtes en train de combattre pour votre pays. Et par rapport à cela, je vais vous donner des conseils. Et le président a parlé pendant 4 heures de temps. Moi-même, j'étais fatigué. Mais parmi ces conseils-là qu'il nous a donnés, et c'est pour ça que je souhaite vraiment qu'on se comprenne ce soir, il nous a dit, vous savez, le combat que vous menez, ce n'est pas contre moi. Vous menez le combat pour l'indépendance de votre pays. Alors attendez-vous à ce que la réaction des autres soit forte. Et ce n'est pas en cassant vos bras là, vous criez déjà, mais quand vous allez voir que les gens vont mettre en place des dispositions pour vous exterminer, vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Il savait, parce que c'était un prophète aussi en son temps. Voilà. C'est parce qu'aujourd'hui, nous sommes fatigués. Et nous devons assumer notre propre histoire. C'est vrai, le frère, assez tout à l'heure, l'a dit, il y a une espèce de main noire qui travaille et qui empêche les peuples de s'exprimer. Mais vous savez, vous êtes dans un pays
Et l'histoire de cette nation doit vous inspirer. Il a fallu qu'un jour, un seul jour, des gens se réunissent et qu'ils disent, mais attention, ces Anglais-là, sur quoi ils se font pour nous faire des taxes tout le temps? Ces histoires de taxes nous imposent. Nous ne sommes plus prêts à les payer. Et c'est de là qu'est parti les États-Unis d'Amérique. Le refus d'être soumis à quiconque que à sa propre loi qu'on s'est prescrit soi-même. À partir du moment où un peuple se donne pour objectif de ne respecter que sa propre loi et de ne souscrire à aucune autre qui ne vient pas de sa volonté, ce peuple-là devient un peuple libre. Et il est important que vous qui êtes dans la diaspora aujourd'hui ivoirienne, qui êtes aux États-Unis, soyez les inspirateurs pour que nous puissions mener ce combat. Ce combat n'est pas dirigé contre un seul individu, non. Ce combat, c'est pour que la Côte d'Ivoire puisse devenir ce qu'elle doit être, rentrer dans sa destinée prophétique, c'est-à-dire une nation de lumière qui puisse entraîner le développement économique et social de toute une région. Lorsque les Ivoiriens se sont levés, avec nos parents, ils ont créé le RDA. Et le RDA a libéré l'Afrique. Aujourd'hui, nous devons mener ce combat-là pour que demain, l'Afrique soit debout. Je vous remercie. Écoutez, moi je pensais qu'on allait faire descendre ce building. C'est tout ce qu'on donne au docteur Aïpo comme applaudissement. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci encore une fois de plus, docteur Martial Aïpo. Merci bien. Bonsoir. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.